bonsoir à tous. Alors, si je vous demandais de décrire la reddition d'Alésia, vous me parleriez sans doute en premier lieu de Vercingétorix, avec ou sans moustache, c'est selon vos goûts, descendant à cheval de l'oppidum et jetant ses armes aux pieds de Jules César, assis dans sa chaise curule. En tout cas, quelque chose de très proche de cette représentation que vous avez derrière moi, qui date donc de 1899, qui est donc de Lionel Royer, et qui est clairement la représentation la plus classique qu'on se fait de la reddition d'Alésia. Ce scénario, il est tellement largement diffusé dans les médias, tous médias, peinture, séries télé, cinéma, etc., qu'il ne nous viendrait pas à l'idée de spontanément contester le scénario en question, tant finalement il est imprimé au fer rouge dans l'imaginaire collectif. Ce sur quoi on va avoir envie de s'attarder sur une image comme ça, c'est des détails comme l'armement qui me crie « je suis de l'âge du bronze et pas du second âge du fer », la moustache, plus que sur la scène qui est en fait présentée. Alors évidemment, si je suis là devant vous ce soir à vous parler de la reddition, c'est pour introduire le doute dans vos esprits. Mais avant de vous révéler si oui ou non César était assis dans une chaise curule, si Vercingétorix avait une moustache, question que je ne trancherai pas ce soir, on va faire un peu de contexte. Donc la reddition d'Alésia se déroule le 28 septembre de l'an 52 avant Jésus-Christ, en actuelle Côte d'Or, sur la commune de la ville d'Alice-Sainte-Reine. Et l'année 52 avant Jésus-Christ, c'est pas l'année de Jules César, très clairement. Donc sorti des ténèbres de l'histoire pour lui souffler sur la nuque, Vercingétorix, un noble arverne, a été désigné chef de guerre d'une coalition de cités gauloises qui, en gros, souhaite s'affranchir du jour au lendemain. La stratégie de Vercingétorix met César en échec. À l'été 52, ces légions en sont à leur 3e siège, après ceux d'Avaricoun, donc actuellement la ville de Bourges, qui a été remportée de justesse et presque sur un malentendu, et celui de Gergovie, une défaite cinglante qu'on connaît tous. Le siège d'Alésia, quant à lui, donc, se déroule dans le contexte d'une fuite, quelque chose qu'on évoque assez rarement quand on parle d'Alésia, mais les troupes romaines sont à ce moment-là, pas en déroute, mais pas loin, elles s'enfuient vers la province donc, qui se situe, si vous voyez ici, dans l'actuelle Provence. Donc c'est une province, c'est une région qui est contrôlée par Rome à l'époque depuis un peu moins d'une centaine d'années. Et sur le trajet pour aller hiverner en province, refaire ses forces et reconstituer ses légions, un combat de cavalerie s'engage entre les forces gauloises commandées par Vercingétorix et celles de César, principalement ses auxiliaires de cavalerie germains, et le combat va tourner d'ailleurs à l'avantage de ces derniers. Et dans une improvisation toute césarienne, puisqu'on n'a que lui qui nous raconte cet épisode de la bataille, de la guerre des Gaules, l'armée gauloise se replie sur l'oppidum d'Alésia, capitale de la cité des Mandubiens. Alors voici le rapport de force, très au désavantage des Romains, comme vous pouvez le voir. Alors, si on peut s'interroger sur les chiffres, ils ne font pas tout à fait consensus sur leur exactitude, puisque César pouvait difficilement compter tête par tête. Mais aujourd'hui, il y a quand même un consensus historique pour dire qu'on n'est pas sur un différentiel de chiffres type les syndicats, la police. C'était sans doute à peu près ça. Donc très clairement, là, César n'a plus le droit à l'erreur, il est en très mauvaise posture, donc il va faire construire autour de l'oppidum 2 séries de fortifications. Une première qu'on appelle la circonvallation qui fait le tour de l'oppidum d'Alésia. Et donc toutes les défenses sont tournées vers la cité pour empêcher les sorties de l'armée de Vercingétorix, donc 80 000 hommes assiégés, c'est pas rien. Et la contrevallation qui, elle, fait face à la plaine qui entoure Alésia et qui est là pour attendre quoi ? Pour attendre les 250 000 et quelques hommes de l'armée de secours qui est rassemblée en une petite quinzaine, 3 semaines. Ça met un mois à arriver, l'armée de secours. 250 000 hommes sur l'ensemble du territoire de la Gaule, mobilisés en un mois et acheminés dans un temps très court. Vous imaginez un petit peu l'effet que ça peut produire, c'est des volumes de mobilisation qu'on ne reverra plus avant très longtemps. Alors, quelles sont les versions qui nous sont parvenues de la reddition de la bataille d'Alésia qui a lieu le lendemain de la défaite, qui elle survient le 27 septembre 7 auteurs ont écrit sur cet événement, et je ne garde ici que les 4 qui sont considérés comme les plus complets et aussi les plus sérieux. Alors, le premier, évidemment, on va rendre à César ce qui lui appartient, c'est Jules César qui, en octobre 52, plie les Gaules, littéralement et figurativement, puisqu'il s'en va hiverner à Bibracte, la capitale de ses alliés éduins, où il va passer l'hiver à écrire le De Bello Gallico, ou commentaire sur la guerre des Gaules, qui est donc le récit factuel, on reviendra sur la question plus tard, de l'ensemble des campagnes de moins 58 à, donc pour le coup, moins 52 avant Jésus-Christ. Alors cette première version de la reddition, elle est, selon Christian Goudineau, c'est pas moi qui le dis, nulle.
On va tout de suite voir pourquoi. Elle se déroule en deux parties. La première est une partie qui est soit des propos rapportés, soit une extrapolation complète de César, qui nous raconte comment, au matin du 28 septembre, Vercingétorix remet son destin entre les mains des autres chefs assemblés, qui décident donc de le livrer à César. Et voici ce que nous dit la suite. Il ordonne qu'on lui remette les armes, qu'on lui amène les chefs des cités. Il installe son siège au retranchement devant son camp. C'est là qu'on lui emmène les chefs. On lui livre Vercingétorix, les armes sont jetées. Il met à part les prisonniers Éduin et Arverne, pensant se servir d'eux pour regagner ses peuples, et il distribue les autres à l'armée entière, à titre de butin, à raison d'un par tête. C'est sec. Rien ne correspond à l'image qu'on se fait de ce moment, avec ce Vercingétorix complètement passif, livré par les siens, probablement déjà enchaîné, on ne le sait pas. C'est anticlimactique en diable. Le seul moment qui ne soit pas très plat, très factuel, très procédurier, c'est le début de l'extrait qui, comme je le disais, comme César n'a clairement pas pu y assister, puisque ça se passe dans Alésia, c'est voilà, soit une invention de sa part, une extrapolation, soit c'est des propos qui lui ont été rapportés plus tard. Donc voilà pour cette première version, la plus proche de l'événement, puisqu'elle a été rédigée vraisemblablement quelques semaines ou quelques mois après la reddition en elle-même. Et on va quand même leur dire, par un témoin de premier plan, puisque c'est César en personne qui assiste à cette reddition aux premières loges. Le deuxième extrait, alors, il y a une petite subtilité, c'est qu'il nous est parvenu au travers d'un auteur du IIe siècle après Jésus-Christ, Florus, mais c'est un extrait d'un ouvrage disparu, l'histoire romaine depuis la fondation de Rome, de Tite-Live, qui lui a été rédigé entre moins 40 et moins 20, 40 et 20 après Jésus-Christ, excusez-moi. Donc ça fait de Tite-Live l'auteur le plus chronologiquement proche des événements. Alors voici ce qu'il nous dit lui. Le roi lui-même, le plus beau fleuron de notre victoire, vint en suppliant dans notre camp et mit aux pieds de César son cheval, ses phalères et ses armes. Tiens, dit-il, tu as vaincu, toi le plus valeureux des hommes, un homme valeureux. Alors ici, totale inversion des rôles. César n'a plus le rôle actif, c'est le Gaulois, Vercingétorix, qui vient se livrer, qui prend la parole et rend hommage au vainqueur. Petite notion d'hommage que je vous demande de retenir pour l'extrait suivant, qui est attribué, lui, à Plutarque dans Vie de César, et nous sommes à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. Le chef suprême de la guerre, Vercingétorix, prit ses plus belles armes, para son cheval et franchit ainsi la porte de la ville. Il vint caracoler en cercle autour de César, qui était assis, puis sautant à bas de sa monture, jeta toutes ses armes et s'assied lui-même au pied de César, dont il ne bougea plus, jusqu'au moment où César le remit à ses gardes en vue de son triomphe. Outre le fait que ça fait beaucoup de fois le mot César dans un livre qui s'appelle déjà Vie de César, on retrouve la scène que l'histoire a choisi de retenir pour l'afficher pour la postérité. On a tout. On a ce premier rôle de Vercingétorix, le cheval, les armes, l'armure, le petit tour autour du vainqueur. Et c'est sur ce petit tour que je voudrais juste attirer votre attention, puisque en règle générale, quand on parle de ce moment où Vercingétorix vient tourner autour de Jules César assis sur sa chaise, on a, alors c'est une vision très 19e siècle, très romantique, et puis qu'on a conservée, parce que c'est nos représentations mentales qui veulent ça. On a l'impression que c'est le dernier moment de bravado de Vercingétorix. Il vient une dernière fois défier le vainqueur, lui montrer « regarde qui tu as vaincu ». C'est l'honneur, la mort, tout ce qu'on veut que les Gaulois ont dans notre imaginaire collectif. Sauf que ça, c'est notre vision de moderne à nous. Dans l'Antiquité, il est probable que cette scène n'avait pas du tout la même connotation, puisque c'est pas tout à fait rare dans l'Antiquité romaine de faire tourner autour de l'autel les victimes du sacrifice, que l'on part de guirlandes, que l'on apprête, etc. Alors quand je parle de victimes de sacrifice, je parle d'animaux bien évidemment, mais vous avez compris la symbolique qu'il y a derrière, le fait d'arriver paré en armes et de tourner autour du vainqueur. C'est pas de la fierté gauloise, c'est de la soumission, c'est un sacrifice symbolique, on se remet à son vainqueur avec tout ce qu'on est, avec tout ce qu'on a, il a gagné, et nous on est complètement défaits. Donc je tenais à juste faire cette petite précision qui là est plus de l'ordre du décalage culturel. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin, même si je ne vais pas vous la lire parce qu'elle est très longue, mais si vous avez l'occasion de mettre les yeux dessus, c'est magnifique. Il s'agit de Dion Cassius. Alors là, on est loin, on est à 230 après Jésus-Christ, donc éloigné des événements le plus possible. Et là, c'est du théâtre.
C'est-à-dire que dans cette version-là, alors déjà Vercingétorix mesure sans doute 2,20 m, il sort tout seul d'Alésia avec les armes, l'armure, il traverse le No Man's Land, il traverse la circonvallation, le camp, et il rentre dans la tente d'état-major, et il se met au pied de Jules César pour le supplier de lui pardonner, au nom de leur amitié. Et César lui fait « Non, parce qu'au nom de notre amitié, tu m'as trahi. » Alors il le fait mettre au fer, et même les légats pleurent devant tant de drames, parce que c'est beau, c'est vraiment beau. Alors Dion Cassius, il est quand même réputé pour être un historien relativement sérieux, mais juste cette scène-là, précisément, elle est tellement excessive, elle est tellement improbable, que je suis obligée de l'écarter pour des raisons de crédibilité. Petite précision quand même, je ne traiterai pas le sujet, mais peut-être en question vous pourrez m'interroger là-dessus. Dion Cassius est l'auteur qui met le plus en avant les liens qui unissent Vercingétorix à César avant leur opposition en 52 avant Jésus-Christ. Ce qui est quelque chose qu'il faut noter éventuellement pour, voilà, si vous avez des questions là-dessus. Alors du coup, maintenant qu'on a fait le tour des textes, qu'est-ce qu'il en ressort ? En gros, on a 3 versions de la reddition qui s'affrontent en 4 textes. On a celle nulle donc de Jules César, où Vercingétorix est livré littéralement comme un colis. On a celle de Tite-Live et de Plutarque, où le Gaulois arrive comme une rockstar. Et puis on a celle de Dion Cassius, pour votre telenovela préférée, où les deux sont actifs, où il y a beaucoup de drame, où c'est très très théâtralisé. Donc, une version que je choisis, comme je le disais, pas forcément de retenir pour analyse, même si dans les faits, elle contient quelques éléments assez intéressants. Bon, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que les deux versions sont tellement différentes que là, à un moment, il faut trancher. Alors effectivement, on n'y était pas, on ne peut pas savoir que l'une ou l'autre était faux. Et la logique voudrait que, un peu comme ça a été dit tout à l'heure, on privilégie le témoignage du témoin direct, celui qui a vécu la reddition d'Alésia aux premières loges. Et Jules César, on devrait le privilégier de facto. Ce qu'il raconte, il l'a vu, il l'a vécu. Le problème, c'est ce qu'il nous raconte entre en contradiction avec ce qu'on croit savoir de la reddition d'Alésia. Et ça, ça nous pose un petit souci. Tite-Live et Plutarque nous disent beaucoup plus de choses sur la reddition. Ils nous livrent des propos de Vercingétorix, ils décrivent ses actions. Sauf que eux, ils n'y étaient pas. Mais est-ce que ça veut dire qu'ils sont moins crédibles pour autant ? La question mérite d'être posée. Tite-Live, qui écrit une trentaine d'années après les faits, il a pu avoir accès à 2 types de sources différentes. Les récits oraux des témoins oculaires, qui sont toujours en vie à son époque, et les récits de ces témoins qui ont été couchés par écrit peu de temps après la guerre des Gaules. On reviendra sur cette question un tout petit peu plus tard. Quant à Plutarque, lui, il rédige un siècle et demi après son texte, mais lui aussi a pu puiser dans une littérature aujourd'hui disparue. Mais il ne faut pas non plus écarter l'hypothèse qu'il raconte la reddition comme on se la représentait déjà à Rome dans l'imaginaire collectif et la culture populaire à cette époque, avec la fameuse arrivée théâtrale à cheval, qu'elle nous vienne de Tite-Live lui-même et de son imagination, ou d'autres sources. Alors c'est Jean-Yves Guillaumin, en 1985, dans la reddition de Vercingétorix par les auteurs antiques, ainsi que Laurent Olivier dans son César contre Vercingétorix, qui lui date de 2019, qui vont développer toute une hypothèse qui concerne les auteurs qui auraient pu servir de source à Tite-Live. Tous deux avancent en effet que puisque certains légats de César sont devenus par la suite eux-mêmes des historiens, ils ont sans doute rédigé leur propre recension de la guerre des Gaules. Or, et c'est là l'intérêt, un certain nombre de ces légats, pendant la guerre civile, ont quitté le camp de César pour rejoindre celui de Pompée. Donc sous la plume d'auteurs qui sont devenus hostiles au proconsul, lui donner un rôle plus grandiloquent à Vercingétorix, ça aurait pu avoir pour but d'amoindrir un petit peu le grand succès d'Alésia par Jules César. Et cette version aurait fini par s'imposer dans l'imaginaire collectif parce qu'elle a un caractère dramatique et que le contexte d'opinion, sinon défavorable, au moins critique envers César, est plus réceptif à une version où c'est le vaincu qui a le beau rôle et pas le vainqueur. L'idée que je viens d'avancer ne résout rien au problème. Cette version émerge, elle s'impose, mais est-ce qu'elle est fidèle à une réalité, ou à la réalité où un premier témoin affabule, puis est repris par d'autres, dans le double but de minimiser le rôle de César dans son moment de gloire, et d'offrir aux lecteurs, aux auditeurs, un instant épique, vraiment. Parce que d'un point de vue strictement littéraire, parce qu'il faut aussi s'interroger sur ces raisons-là, les versions qui donnent un rôle actif à Vercingétorix, elles sont bien meilleures que celles de César. Parce qu'elles couronnent plusieurs mois d'affrontements, un siège long et brutal, une bataille complètement déséquilibrée en termes de rapport de force, à la fin de laquelle ce sont des Romains en infériorité numérique qui l'emportent. Et le lendemain, on a ce chef qui sort en armes pour se rendre à son vainqueur,
Et ce Vercingétorix-là, il fait un bien meilleur adversaire pour César que l'homme enchaîné qu'on mène devant lui impuissant. Cette version, elle achève bien mieux le récit de leur antagonisme et de la terrible campagne de 52. Alors, serait-il possible que la reddition se soit passée comme on se l'imagine, donc cette version que vous avez en tête, mais que César ait omis de la raconter comme ça? C'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Il pourrait avoir passé sous silence certains détails cosmétiques. C'est pas interdit de se le dire. Parce que qu'est-ce qui est finalement le plus important pour Jules César? C'est que Vercingétorix et sa coalition ont été vaincus, ou que le chef de guerre ait fait un petit tour à cheval autour de lui avant de se rendre. Le texte césarien donne finalement plus d'importance au butin et aux alliances qu'il va espérer entretenir suite à la défaite d'Alésia, la victoire d'Alésia pour lui, on est dans l'autre sens. Il nous dit, on lui livre Vercingétorix, les armes sont jetées, en une phrase c'est terminé, et ensuite il nous parle de ses prisonniers Arverne et Éduin, et il nous parle du fait aussi qu'il distribue un esclave, un captif, par légionnaire, par soldat. Ainsi il montre combien cette guerre a enrichi les légions, et Rome de manière générale, et le cas personnel de Vercingétorix finalement, quelle importance a-t-il à l'instant où il est vaincu? Il n'y en a plus aucune. Donc que César ait omis de raconter in extenso la manière dont Vercingétorix est arrivé jusqu'à lui est une hypothèse qu'on peut donc sérieusement pas écarter tout à fait de la main. Maintenant, il faut aussi s'interroger sur est-ce que le De Bello Gallico, le commentaire sur la guerre des Gaules, est-ce que c'est un récit qui est fiable? Alors, clairement, aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que oui, en gros. Ce qui est une sacrée approximation. Parce qu'en fait, César, il n'écrit pas pour lui, et il n'écrit pas tout seul, et il n'écrit pas un roman. Il écrit un texte qui va être lu par des gens à Rome, un tout petit milieu, il faut le rappeler, des gens qui auront accès au récit de dizaines d'autres témoins qui sont autour de lui, et donc il ne peut pas vraiment se permettre de mentir. Son travail, quand il rédige le commentaire sur la guerre des Gaules, ça consiste en gros à justifier ses campagnes et combien elles ont été profitables à Rome, tout en exposant accessoirement son mérite, son génie, etc. Donc le style de César, il est sec, il est concis, et c'est clairement son meilleur atout parce que ça pose de sacrés problèmes de représentation. Alors, à la traduction, ça en pose beaucoup. Si vous avez déjà traduit du Jules César, vous saurez sans doute vous rappeler que parfois c'est difficile de ne pas extrapoler autour d'un mot très sec posé comme ça qui ne décrit rien ou pas grand-chose. C'est Camille Jullian, l'historien Camille Jullian, qui explique combien César, en fait, avec ce style sec et concis, couvert de précision, il pêche souvent par omission ou par ellipse. Le livre 7 en particulier, qui couvre toute la campagne de Vercingétorix, il est riche en passages très flous. Si vous lisez le siège d'Avaricum, par exemple, donc l'actuelle ville de Bourges, en le lisant, le texte est d'une obscurité totale, peu importe les traductions. Il n'y en a aucune qui est capable de le rendre vraiment intelligible, factuel, où on comprend vraiment tout ce qui se passe. On comprend très mal dans le livre 7 la tactique globale de Vercingétorix à Avaricum et sa stratégie en général. C'est l'historien Alain Débert, qui est militaire lui-même, donc qui a une approche assez innovante du texte de César, qui analyse la stratégie globale de Vercingétorix comme une guérilla qui, selon lui, met véritablement César en échec, jusqu'au moment d'Alésia, où là, il y a un retournement de situation. Et donc, globalement, quand César est en mauvaise posture, quand il perd des affrontements, et surtout quand il prend de très mauvaises décisions, comme il le fait à Gergovie, il devient très peu précis, bizarrement. Il y a des choses comme ça qui passent. On nous dit les soldats sont là, et puis on oublie de parler de ce qui s'est passé pour eux par la suite. On les retrouvera plus tard, et ils sont moins nombreux. Ah bon? Pourquoi? Si on relie le chassé-croisé entre les troupes de César et celles de Vercingétorix, entre Avaricum et Gergovie, César il nous dit « je poursuis Vercingétorix ». Et quand vous lisez le texte, c'est Vercingétorix qui coupe des ponts pour canaliser César et l'envoyer en Auvergne. Plein d'imprécisions comme ça, qui font que la confiance qu'on peut accorder à César, il faut qu'elle reste quand même limitée. Il ne ment pas, il oublie de mentionner, il ne développe pas non plus, il ne fait pas de précision, il masque les moments où il n'est pas brillant, toutes ces fois où ça aurait pu tourner au fiasco. Le but de son texte reste quand même un peu de s'auto-promouvoir et de se justifier auprès de ses pairs. Donc il faut toujours garder à l'esprit avec Jules César que on peut le croire à partir du moment où on sait lire entre ses lignes. Et dès que ça devient flou, c'est qu'il y a quelque chose de pas net. Donc la reddition pourrait être un de ces passages-là. Un passage où il préfère aller droit au but pour s'épargner à tous, à commencer par lui, certains détails, entre autres le moment où Vercingétorix va faire un petit tour, etc. Et voilà, rouler des mécaniques, parce qu'on ne peut pas vraiment dire autre chose. Devant lui, parce qu'il s'est dit ça va lui donner trop d'importance, ou le fait qu'il ait fait ce geste de tourner autour de lui, et que voilà, il se sacrifie, c'est noble, j'ai pas envie qu'il soit noble, c'est moi qui suis noble.
Donc la reddition, voilà, on peut tout simplement se dire qu'il se concentre plus sur les conséquences qu'il lui rapporte directement, l'enrichissement de ses troupes, sa grande générosité quand il récompense ses soldats, plutôt que sur la manière dont on lui livre un type qui l'a fait lui-même sortir de l'histoire, donc il peut bien retourner dans l'ombre où dont César l'a extrait généreusement au début de son livre. Donc cette hypothèse de l'ellipse, si elle est probable, elle a donc été malheureusement, elle a donc été malgré tout contestée. Parce que si César, après tout, n'avait rien oublié, s'il avait vraiment raconté l'événement comme si elle s'était passée, et si donc la reddition d'Alésia avait été un peu nulle. C'est Christian Boudinot qui soutient cette thèse et qui l'appuie avec beaucoup de sérieux. C'est Christian Boudinot, c'est normal, c'est un peu le spécialiste, c'était un peu le spécialiste de la question. Donc sa thèse, c'est César a raison et c'était nul. Et il nous explique pourquoi on a un peu cet anticlimax à la fin du livre 7. Donc Jean-Louis Bruno le suit tout à fait là-dessus. Il trouve aussi que c'est complètement pas crédible, irréaliste, improbable d'imaginer que Vercingétorix soit sorti armé d'Alésia et se soit présenté de Jules César, qui certes est à portée de ses hommes, mais surtout à portée d'un coup de glaive mal placé par un adversaire un peu revanchard. Et ce ne sera pas la première fois que les Gaulois font ce genre de choses aux Romains. Il y a eu des précédents. Donc, Boudinot propose de classer les versions de Tite-Live et de Plutarque dans la catégorie fiction, destinée à embraser les imaginaires, pour en revenir, lui, à c'est quoi le protocole en vigueur en cas de défaite de ce type. Comment on fait dans l'Antiquité, comment les Romains, comment les Gaulois pratiquent la reddition sans condition. Et donc, pour appuyer sa thèse, il propose de comparer la reddition d'Alésia à l'autre cas de reddition d'Oppidum que l'on a dans la guerre des Gaules et qui apparaît lui dans le livre 2 et qui relate un événement qui a eu lieu en 57 avant Jésus-Christ. C'est la fin des Belges à Tuatuc qui sont sommés de rendre toutes les armes en échange de la protection de Rome. Et voilà le texte. Les députés rapportèrent aux Atuatuc les conditions de César, reddition sans condition, et vinrent dire s'ils se soumettaient. Une grande quantité d'armes fut jetée du haut du mur dans le fossé qui était devant la place. Elle s'élevait en monceau presque jusqu'au sommet du rempart et de notre terrassement. Eh bien, l'hypothèse de Christian Boudinot, c'est que le scénario à Alésia, c'est le même. C'est un scénario qui correspond tout à fait à ce qui était en usage à l'époque. On livre le chef et on rend les armes, donc on se rend complètement inopérant. On n'a plus de commandement et on n'a plus d'armes pour se défendre. On s'en remet totalement à bon vouloir de Rome. Donc, Vercingétorix est livré, les armes sont jetées, ça correspond à ce protocole auquel César vient tout simplement assister en personne. Dans le texte original de la guerre des Gaules, Jules César, je vais arrêter de les confondre, je vais finir par les vexer, dit clairement « Vercingetorix deditur, arma proiciuntur ». S'il y a des latinistes parmi vous, ça va leur parler, mais le terme proiciuntur a une traduction un peu ambiguë et Boudinot s'appuie beaucoup là-dessus. En règle générale, on le traduit par « jeter », les armes sont jetées. Et on rajoute « au pied de César », parce que c'est comme ça qu'on l'a dans la tête. Parce que Plutarque nous le raconte comme ça, parce que Tite-Live nous le raconte comme ça et que c'est le récit qui s'est imposé. Sauf que si on traduit littéralement proiciuntur, la traduction littérale serait plus proche de « projeter ». Alors essayez d'imaginer Vercingétorix qui projette ses armes sur César. Non, ça ne va pas. Rien dans cette phrase n'indique de toute façon que c'est le chef de guerre qui jette les dites armes. Dans le texte, les deux actions sont bien séparées. On livre Vercingétorix, les armes sont projetées, et pour Boudinot, ça signifie qu'on assiste là à la fameuse reddition sans condition, exactement similaire à celle décrite pour les Atuatuc. Donc les guerriers montent en haut du rempart d'Alésia, au même moment que les chefs sortent, avec certains d'entre eux en chaîne, la plupart d'entre eux en chaîne, et les armes sont jetées du haut du rempart dans le fossé, et Vercingétorix est mené devant César et conduit au fer, tout simplement. Donc César ne mentirait pas, n'omettrait rien, il se contente juste de rendre compte d'une réalité hyper factuelle, quelque chose de très traditionnel et classique pour quelqu'un comme lui de son époque. Et comme souvent dans la vraie vie, la vie c'est un peu plat, c'est un peu nul, et c'est pas à la hauteur de ce que l'imaginaire est capable de produire. Vous l'attendiez tous, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Alors, bien qu'il n'existe aucune certitude sur le scénario de la reddition d'Alésia, l'idée selon laquelle Vercingétorix soit sorti de l'Oppidum en armes pour faire le show devant César doit à minima un petit peu interroger. Déjà parce qu'elle rencontre quelques difficultés en termes de crédibilité, mais aussi parce que le récit du premier témoin n'est pas du tout orienté comme ça.
Et on a la chance de disposer d'ailleurs de ce récit, même s'il faut garder, on l'a vu, une certaine prudence face au texte de César. Mais on ne peut pas rejeter sa version des faits pour ce seul motif, ça ne suffit pas. Les récits ultérieurs de la reddition, eux, ils font part à une certaine emphase, un drame qui sert bien le terme de cet antagonisme avec Vercingétorix, à cette quasi-fin de la guerre des Gaules qui mettra encore 2 ans à s'achever. Ces récits ont pu, comme on l'a vu, emprunter à un courant défavorable au proconsul, mais également emprunter à tout un imaginaire populaire, visant à la fois à rendre plus sexy la fin du conflit, mais aussi à, pourquoi pas, jeter une ombre sur la figure de César, qui était de plus en plus contestée au fur et à mesure qu'on s'éloignait de la mort du proconsul. Donc, avec le temps, ce scénario-là de l'arrivée à cheval et en armes de Vercingétorix, qu'il soit vrai ou non, c'est celui qui est resté, parce que c'est celui qui nous parlait le plus et qui servait nos imaginaires. Le sort en est jeté, puisque les historiens romains ont déjà choisi leur camp dans l'Antiquité, soit par amour du spectacle, soit parce que ces versions plus emphatiques sont plus proches d'une réalité que César, lui, n'a fait que survoler sans vouloir donner les détails. La réalité des faits elle nous sera toujours inconnue. Demeure ce qui s'attarde dans l'inconscient collectif et les récits qu'on choisit pour leur panache, les émotions qu'ils inspirent et l'histoire qu'on peut raconter à travers eux. Parce qu'à partir du XIXe siècle, en effet, cette histoire, elle est très largement instrumentalisée. C'est le Second Empire qui est en quête d'un son grand ancêtre. Alors, il n'invente pas les Gaulois, le Second Empire, ça c'est quelque chose qu'on entend dire parfois, mais c'est complètement faux. Par contre, c'est vrai qu'il leur redonne une certaine, position dans l'esprit des gens, on va dire ça comme ça. Donc, en quête d'un grand ancêtre, le Grand Empire, il ne pouvait garder que ce Vercingétorix, moustachu comme Napoléon III, volant la vedette à son vainqueur et dominant un César aigri assis dans sa chaise curule. Donc, le Second Empire a conduit des travaux à Alésia, mais également à Bourges, donc le site d'Avaricum, et à Gergovie, qui ont permis d'exhumer les champs de bataille, qui ont rendu tangibles les mots des historiens de César, de Tite-Live, de Plutarque et de Don Cassius. Mais c'est la défaite de 1870 qui rend nécessaire d'ériger l'épisode de la reddition en mythe fondateur. Parce qu'après la défaite de Sedan, c'est une France humiliée dans la défaite, justement, qui se raccroche à ce précédent. Être noble dans la défaite, l'emporter au panache lorsque les armes ont failli. La figure de Vercingétorix, à partir de là, c'est plus du tout un objet de science ou d'histoire, c'est un enjeu de fierté nationale, c'est un pansement sur une blessure. Vercingétorix, comme le disait si bien Christian Godino, c'est un loser, oui, mais un loser magnifique. Je vous remercie. Alors, on veut savoir quelle est la relation entre Vercingétorix et César. C'est bien, tu as noté la question que je voulais que tu poses. Quand César commence sa campagne en Gaule, on a tendance à considérer que c'est pas forcément quelque chose d'évident pour lui. Alors qu'en fait, les mondes gaulois et les mondes romains, ils sont très très proches depuis très très longtemps. Et César a des alliés de poids. Et il a 2 cités sur lesquelles il sait pouvoir se reposer. C'est la cité des Éduins, qui sont donc dans l'actuel Morvan, Bourgogne, etc., qui sont très riches et qui tiennent le haut du pavé dans tous les peuples gaulois à l'époque. La Gaule, c'est pas une entité politique bien définie. C'est encore des choses dont les historiens débattent à l'heure actuelle. Je ne rentrerai pas forcément dans ces débats-là parce que c'est vraiment complexe et on ne peut pas y répondre là comme ça. En tout cas, les Éduins sont considérés comme les plus nobles, les plus honorables. C'est eux qui ont la préséance dans les assemblées des peuples. Et donc ça, c'est vraiment l'allié naturel. Ils ont d'ailleurs le titre d'amis de Rome. Ça, c'est pour les Éduins. Et les Arvernes, donc c'est le peuple dont est issu Vercingétorix, eux, ils ont une histoire particulière avec les Romains. C'est qu'au moment de la conquête de la province, comme c'est juste à côté de leur terre, les Arvernes ont pris les armes et ont été vaincus par les Romains. Et Rome a accepté qu'ils gardent leur indépendance à une condition, terminer la monarchie, puisque le peuple arverne avait un régime monarchique. Donc il se crée un sénat, une assemblée. Et Vercingétorix s'avère être le fils d'un homme, Keltilos, qui, quelques décennies avant la guerre des Gaules, a essayé de rétablir la monarchie dans la cité arverne. Le Sénat le fait mettre à mort et Vercingétorix est vraisemblablement envoyé soit chez ses oncles ou dans la famille de sa mère. Là, on a un vide affreux parce que personne n'a écrit sur Vercingétorix que Jules César, donc ça limite énormément ce qu'on sait de lui. Mais ce qu'on sait, c'est que quand Jules César rentre sur le territoire gaulois, il a besoin d'alliés pour lui servir de guide, pour lui servir d'interprète, et il a besoin aussi de ressources.
Les légions, il en a 12 et ça mange 6 tonnes de blé par jour, cette petite affaire-là. Et je ne parle pas du fourrage pour les chevaux, les bêtes de somme, etc. Donc ils ont besoin d'avoir des alliés sur place, des cités qui leur donnent de quoi nourrir, faire avancer les légions, etc. Et Vercingétorix est un jeune noble arverne d'une cité qui est alliée à Jules César. Et lui, comme son cousin qui apparaît beaucoup dans le récit de la bataille d'Alésia, qui a un nom formidable, Vercassivelonos, si vous pensez déjà que Vercingétorix c'était pire, le cousin c'était pire, les deux sont vraisemblablement envoyés pour servir à commander les cavaleries auxiliaires envoyées par les Arvernes auprès des troupes romaines. Et pendant plusieurs années, il est plus probable, donc ça c'est la grande thèse de Christian Goudinot, mais beaucoup de choses soutiennent l'idée, qu'il fait partie de l'état-major et qu'il a fréquenté Jules César. Ça expliquerait aussi pourquoi, alors qu'il est aussi jeune, il a moins de 30 ans a priori, on ne sait pas son âge non plus, mais c'est une déduction de ce que nous dit César de lui. Ça expliquerait pourquoi justement il est capable de mettre César en échec en 52, parce qu'il connaît les forces et les faiblesses de l'armée romaine, il est capable de les exploiter intelligemment. Et toute sa stratégie dans l'année 52 montre qu'il a une bonne connaissance justement de des limites de cette armée romaine. Et il sait entre autres que ce qui les achèvera, c'est le manque de ressources. Et c'est ça sur quoi il travaille pendant les 3 phases de son plan, qui aurait dû s'achever, d'après l'historien Alain Débert, à Alésia, où il avait prévu de fixer l'armée romaine pour l'asphyxier une dernière fois. Il faut vraiment représenter que les 60 000 hommes qui arrivent à Alésia, ils sont épuisés, certainement affamés aussi, ils n'ont plus rien à perdre. Ça explique aussi leur résistance farouche et le fait qu'à la fin, ils l'emportent contre 80 000 hommes d'un côté et 250 000 de l'autre. Là aussi, on pourrait parler des heures et des heures de l'armée de secours, mais c'est un sujet passionnant.